La conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, largement relayée par les médias, n'a pas abouti à un accord de trêve de 30 jours de la part de Moscou. Le président américain Donald Trump a mis l'accent sur les négociations entre le président russe Vladimir Poutine et son émissaire à Moscou. En outre, Donald Trump avait auparavant promis, ou plutôt vanté, de mettre fin au conflit en Ukraine. Donald Trump a négocié un cessez-le-feu partiel dans le conflit en Ukraine qui a eu un impact significatif sur le monde entier. L'une des exigences les plus cruciales de l'accord était de mettre fin aux attaques contre les infrastructures civiles et énergétiques. Cependant, combien d'heures Vladimir Poutine a-t-il réellement tenu cette promesse? Une seule. L'espace aérien ukrainien a été violé par 40 drones russes. Une heure après les négociations de trêve, des roquettes russes ont frappé plusieurs structures civiles, une centrale électrique à Donetsk et un hôpital à Soumy. Kiev a été outré par ces attaques. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a averti Moscou que si elle ne respectait pas la trêve précaire, elle en subirait les graves conséquences, et la trajectoire de la guerre a été radicalement modifiée par ce moment charnière. L'Ukraine a réagi rapidement à la trahison de Poutine. Des attaques massives de drones ont été menées contre des cibles militaires situées profondément en Russie. Les plus grandes bases aériennes du pays ont été incendiées. Les tirs de représailles ont littéralement touché Moscou. Comment le conflit renaissant en Ukraine va-t-il alors évoluer? Moscou va-t-elle céder ou ces attaques vont-elles forcer Poutine à entrer dans un conflit plus sérieux? Quelles sont les ramifications mondiales et européennes de l'effondrement du cessez-le-feu? Regardez notre vidéo pour trouver des solutions à ces questions et à d'autres sujets. Pour rester informé de nos publications, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et d'aimer nos publications. À 700 km de la frontière ukrainienne, le complexe de stockage de munitions de l'aéroport d'Angel a été pris pour cible par des drones. L'attaque a été menée à l'aide de drones Lyuti et de PD-2. Angel a été la cible des forces ukrainiennes à 3 reprises en 10 semaines. Certains des bombardiers russes Tupolev Tu-95 et Tupolev Tu-160 qui tirent fréquemment des missiles sur les villes ukrainiennes sont stationnés à la base aérienne d'Angel. L'aérodrome abrite et entretient également des missiles de croisière Kh-120. L'Ukraine a attaqué une raffinerie à Angel ainsi que des arsenaux de missiles russes et des installations de soutien logistique. L'arsenal de la base aérienne d'Angel aurait subi des pertes et des dommages importants. D'après la séquence des frappes ukrainiennes, on soupçonne l'Ukraine d'avoir utilisé des drones pour surprendre les défenses aériennes russes avant d'utiliser des missiles de croisière pour cibler l'arsenal de missiles vital d'Angel. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé des photos d'un missile long Neptune se dirigeant vers Angel. Selon des spécialistes ukrainiens de la défense, les défenses aériennes russes à Angel ont été percées à l'aide d'une combinaison de frappes de drones et de missiles. Elle est réputée pour posséder l'un des systèmes de défense aérienne les plus robustes du pays. En raison des caractéristiques de l'attaque, les experts ont émis l'hypothèse que l'Ukraine aurait pu déployer son missile de croisière à longue portée Kh-Neptune récemment créé. Des sources britanniques affirment que le missile Neptune de nouvelle génération de l'Ukraine a frappé la base aérienne d'Angel à 640 km de la ligne de front, l'une des attaques à plus longue portée de la guerre. Les munitions lourdes russes se sont envolées dans une tempête de feu et d'énormes explosions lors de l'assaut du missile de croisière Neptune. Les missiles transportés par les bombardiers stratégiques russes Tu et Tu-160 situés à Angel ont été détruits, bien que l'on ne sache pas encore si l'un des avions a été abattu. Indépendamment des limitations imposées par les nations partenaires, le système de missiles ukrainien est capable d'atteindre des cibles éloignées en Russie. Long Neptune, le nouveau missile ukrainien, peut frapper des cibles situées jusqu'à 1000 km, 621 000 de distance. L'attaque d'une raffinerie de pétrole russe à Tuapse, dans la région de Krasnodar, le 14 mars, à 300 483 km derrière la ligne de front, a été la première utilisation réussie de Long Neptune au combat. Étant donné que le système de missiles Neptune nouvellement créé a échappé aux défenses aériennes russes, très probablement grâce à une opération sophistiquée de brouillage radar menée avant le lancement du missile de croisière, l'attaque contre Angel constitue une victoire significative pour l'Ukraine. Cette attaque présumée s'inscrit dans une série d'attaques coordonnées par l'Ukraine, au cours desquelles les défenses russes sont submergées par des essaims de drones avant le lancement de missiles à guidage de précision. La brèche réussie dans les systèmes de défense aérienne russes à Angel, si elle est vérifiée, démontrerait la vulnérabilité croissante d'importantes installations militaires russes. Les habitants ont indirectement confirmé les vols vers les caches d'armes.
Lorsqu'ils ont découvert différents composants de drones ukrainiens dans leur jardin, certains habitants ont été surpris. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont révélé que des maisons voisines ont été détruites par une explosion massive provenant de l'aérodrome. On sait que l'attaque a causé des dommages à une trentaine de maisons, à 10 km de l'installation militaire, dans le micro-district de la 3e ville pilote. Une épaisse fumée s'élève au-dessus de la piste d'atterrissage. Une station-service d'Angel a également été prise pour cible par des drones ukrainiens. Des débris sont tombés à cet endroit et un incendie s'est déclaré. Le Crystal Combine, qui stocke du carburant pour les bombardiers stratégiques, pourrait être basé ici. L'attaque a entraîné la suspension des opérations aéroportuaires à Saratov et Samara. Roman Buzagin, le gouverneur de Saratov, a déclaré qu'une frappe de drone ukrainien avait touché la ville d'Angels, provoquant l'incendie d'un aérodrome et forçant l'évacuation des habitants des environs. Selon Buzagin, 2 jardins d'enfants, une école et un hôpital local ont tous vu leurs fenêtres exploser. Maxime Leonov, le chef du district d'Angel, a déclaré qu'un état d'urgence local avait été proclamé, mais n'a pas donné plus de détails sur l'attaque. La décision de dispenser tous les cours à distance a été prise par les autorités municipales. Selon le ministère russe de la Défense, AD-1132 drones ukrainiens ont été abattus par ses défenses aériennes sur 7 sites. Parmi eux, AD-1154 ont été localisés dans la région de Saratov. Les districts de Voronezh, Belgorod, Rostov, Koursk et Lipetsk ont vu l'abattage des drones. 3 drones ont été abattus au-dessus de la Crimée occupée. Des déclarations sur l'incident ont également été faites par la partie ukrainienne. Selon le ministère ukrainien de la Défense, ces forces ont frappé l'aérodrome, provoquant des explosions d'armes supplémentaires. Une vidéo de l'attaque aurait été mise en ligne par Andriy Kovalenko, le chef du Centre de lutte contre la désinformation, qui est une division du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine. Ce qui semblait être un incendie dans l'obscurité de la nuit a été filmé, selon Kovalenko. Des stocks de missiles, dont le missile de croisière KH-101, ont été détruits lors de l'attaque. Selon les premières estimations, un nombre considérable de missiles de croisière KH-101 et KH-555 ont été détruits lors de l'attaque ukrainienne. Selon le Centre ukrainien de communication stratégique, Angel est actuellement confronté à d'importantes difficultés. En réalité, cette blague comportait un élément réaliste. Les derniers mois n'ont pas été faciles pour Angel. La base a équipé ses avions de pneus dans le but apparent de tromper les missiles ukrainiens, entre autres mesures drastiques pour tenter de les défendre. Pour échapper aux assauts ukrainiens, la Russie a déplacé certains de ses avions plus allés en 2023. Cependant, ces mesures se sont avérées insuffisantes pour arrêter les attaques ukrainiennes. Angel a été attaqué le 8 janvier par des drones ukrainiens qui ont parcouru au moins 700 km. Un immense entrepôt pouvant contenir jusqu'à 800 000 tonnes de carburant a pris feu à la suite des explosions. L'incendie a duré plusieurs jours. Après 6 jours, le feu s'est éteint de lui-même ou a été éteint par les pompiers. Les drones ont lancé une deuxième attaque le 14 janvier. Stratcom a averti que les méchants ne se reposeraient pas. On ignore quel type de drone a été utilisé lors des attaques de janvier sur Engels. Cependant, il y a eu des allégations concernant l'utilisation des PD-2, Biva, LUT et UJ-22. Ils sont tous équipés d'hélices et ont une longueur de 1,80 à 3 mètres. L'attaque à double frappe de janvier s'inscrivait dans une vague plus large d'attaques de drones qui auraient été les plus importantes du conflit de 37 mois pour les Ukrainiens. Quelle est donc la stratégie d'attaque? Lorsqu'il est devenu évident que la première stratégie de la Russie pour un triomphe rapide avait échoué, elle a lancé des attaques contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine en octobre 2022. Les infrastructures énergétiques de l'Ukraine sont devenues une cible majeure dans la bataille d'usure de Moscou, dans le but de nuire au secteur pétrolier et gazier russe, qui constitue l'épine dorsale de son économie, et de restreindre l'approvisionnement en carburant de ses forces armées. L'Ukraine a commencé à attaquer régulièrement les infrastructures énergétiques de la Russie au début de l'année 2024. Selon les experts, Kiev semble poursuivre 2 objectifs. Ils sont censés réduire les revenus pétroliers de la Russie et infliger un préjudice psychologique en déclenchant des incendies massifs sur des sites d'infrastructures vitales. Les tentatives de Moscou pour mettre l'Ukraine à genoux ont notamment consisté à frapper les infrastructures énergétiques du pays. Selon les experts en énergie, l'objectif est de couper l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine qui alimente son économie et, à terme, son effort de guerre. Cependant, il semble également que l'intention soit de rendre la vie des gens insupportablement difficile. Et les Ukrainiens sont démoralisés par cela. La Russie modifie continuellement ses objectifs et ses stratégies pour affaiblir la capacité de l'Ukraine à protéger son système énergétique, selon Volodymyr Kudrytsky, l'ancien directeur d'Ukrenergo, l'opérateur national d'électricité de l'Ukraine.
Moscou a maîtrisé les défenses aériennes de Kiev avec des salves sophistiquées de missiles balistiques et de drones à longue portée. La Russie a commencé à frapper les centrales thermiques et les sous-stations moins protégées reliées aux centrales nucléaires dès que l'Ukraine a commencé à fortifier ses principales sous-stations électriques avec des bunkers en béton. Depuis un an, des drones ukrainiens volent profondément en territoire russe, frappant des pipelines, des stations de pompage, des dépôts, des unités de stockage et des raffineries de pétrole. Le pipeline Druzhba, qui transporte du pétrole brut vers certains pays européens, et les terminaux pétroliers des ports russes ont tous deux été touchés par les frappes. Cela a représenté un danger pour les revenus de Moscou provenant des ventes d'énergie à l'étranger. Il n'a pas été possible de déterminer de manière indépendante l'impact des attaques sur les revenus pétroliers de la Russie. Selon Sergei Vakulenko, analyste énergétique à la Carnegie Endowment for International Peace, les entreprises pétrolières russes n'ont pas eu à dépenser plus d'1 milliard de dollars pour réparer les dommages causés par les frappes ukrainiennes. Le géant énergétique russe Gazprom a subi un grave revers financier, avec une perte nette de 13,1 milliards de dollars en 2024 en raison de la perte d'un marché européen important. Gazprom a enregistré un déficit record de 7,6 milliards de dollars en 2023, marquant sa première perte nette selon les règles comptables internationales en 25 ans. Les exportations de gaz de Gazprom vers l'UE sont restées modestes malgré ses tentatives de rester en Europe. Gazprom a été contrainte de réduire ses coûts, notamment par le biais de licenciements massifs. En raison de cette baisse, le siège de la société a annoncé le 13 janvier que 1600 employés seraient licenciés. Le choix de l'Union européenne de réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine est en grande partie responsable des difficultés financières de Gazprom. Lorsque l'Ukraine a refusé de prolonger son accord de transit avec Gazprom au-delà du 31 décembre 2024, les approvisionnements directs de la Russie en gazoduc vers l'Union européenne ont été complètement interrompus. Entre-temps, la Russie est entrée dans une guerre économique qui inclut l'autonomie de production, l'investissement dans les pays favorables au commerce, les dépenses gouvernementales effrénées et la soi-disant substitution des importations après avoir échoué à remporter une victoire éclair sur l'Ukraine et avoir été soumise à des sanctions visant à la couper du commerce et des finances internationaux. Les dépenses de l'État au profit des entreprises et du grand public par le biais de transferts budgétaires, de prestations sociales et de contrats d'État ont été l'une des principales forces de la croissance économique, alors que l'énorme départ en 2022 et le déclin des flux migratoires ont réduit l'offre. Le soutien fiscal et les besoins militaires ont augmenté la demande de travailleurs, l'épargne et la consommation ont été stimulés par l'augmentation significative des salaires. En Russie, une nouvelle classe d'emprunteurs a vu le jour, les personnes aux revenus élevés choisissant d'utiliser des prêts moins chers pour payer leurs dépenses courantes et de gagner des intérêts sur leurs épargnes. À l'autre extrême, même lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les personnes ayant une mauvaise cote de crédit commencent à obtenir du crédit et à contracter des prêts plus importants pendant de nombreuses années. Une sortie constante de capitaux a largement compensé l'excédent commercial généré par les exportations russes de gaz, de pétrole et d'autres matières premières. Même si l'excédent commercial se poursuivra jusqu'en 2022, les restrictions imposées par Moscou et les sanctions occidentales ont maintenu les capitaux à l'intérieur du pays. Les Russes fortunés sont contraints de trouver des moyens de placer leur argent localement en raison de l'isolement du système bancaire du pays, de l'application par l'Occident d'exigences de conformité strictes pour les fonds provenant de Russie, des comptes bloqués et d'autres problèmes liés à la guerre. La résolution de la crise ukrainienne n'atténuera aucun des facteurs contribuant au déséquilibre économique de la Russie. Il faudra du temps pour mettre fin à de nombreuses pénuries de main-d'œuvre et aux sanctions qui entravent la croissance de la productivité. Les finances publiques seront encore plus mises à mal si les prix du pétrole continuent de baisser. Le gouvernement pourrait avoir du mal à équilibrer ses comptes en dépréciant le rouble et en réduisant les importations compte tenu du niveau croissant d'austérité économique, des restrictions au mouvement de capitaux et des sanctions qui ont fait baisser les importations. Pendant un an ou deux, l'économie russe pourrait résister aux défis posés par la légère baisse des prix du pétrole, la réduction de la main-d'œuvre, les effets secondaires des sanctions plus sévères et la prolongation des mesures de relance budgétaire. Cependant, il est difficile d'envisager comment l'économie continuera à se développer et comment la population sera nourrie si tous ces défis persistent dans le temps. Quel impact les bombardements de la Russie ont-ils donc sur l'Ukraine? Depuis l'automne 2022, Moscou a fréquemment attaqué des centrales électriques, des infrastructures gazières et des sous-stations de distribution électrique avec des drones et des missiles. Selon l'école d'économie de Kiev, le secteur énergétique ukrainien a subi des pertes d'au moins 14,6 milliards de dollars. Les attaques ont totalement détruit un certain nombre d'installations thermiques et hydroélectriques. Daiichi Group,
Un organisme ukrainien de recherche sur l'énergie rapporte qu'à la fin de l'année dernière, la capacité de production électrique globale de l'Ukraine était tombée à 22 gigawatts, soit moins de la moitié de son niveau d'avant-guerre. Afin de réduire la pression sur le réseau, l'Ukraine a été contrainte de mettre en place des coupures d'électricité généralisées dans tout le pays en raison des pénuries d'électricité. D'autres jours, les quartiers de la capitale, Kiev, ne recevaient que 4 heures d'électricité. De nombreuses personnes utilisaient des lampes de poche pour se déplacer dans les rues sombres et se servaient de bougies pour éclairer leur maison. Parfois, les équipements de pompage d'eau tombaient en panne, coupant l'approvisionnement en eau des foyers et rendant la vie difficile. Alors que les habitants de Kiev transportaient des cruches d'eau dans leurs pièces glaciales pendant le premier hiver du conflit, de longues files d'attente se formaient au puits. Cependant, les efforts de la Russie pour détruire totalement le réseau électrique ukrainien ont été vains. Grâce aux défenses aériennes fournies par l'Occident qui lui ont permis d'intercepter un nombre croissant de missiles russes, aux ingénieurs qui ont travaillé sans relâche pour réparer les équipements essentiels et à l'ingéniosité des habitants pour économiser l'énergie, l'Ukraine a réussi à résister à l'assaut. Afin d'éviter une catastrophe nucléaire, la Russie a évité d'attaquer les 3 réacteurs nucléaires de l'Ukraine qui fournissent jusqu'à la moitié de l'électricité du pays à tout moment. Qui a le plus à gagner? Alors, selon les experts, il est difficile de dire quelle nation bénéficierait le plus d'un arrêt des attaques contre les infrastructures énergétiques. Avec une trêve, l'Ukraine disposerait d'un temps vital pour réparer les centrales électriques et les sous-stations sans craindre de nouvelles attaques. De plus, le cessez-le-feu permettra à l'Ukraine de se réapprovisionner en pièces de rechange essentielles, telles que les transformateurs coûteux nécessaires pour acheminer l'électricité des centrales électriques vers les foyers. L'Ukraine est à court de fournitures pour remplacer les machines détruites. Selon le Kremlin, l'arrêt des attaques ukrainiennes rendrait la guerre et ses conséquences encore plus lointaines pour le peuple russe. De plus, Moscou n'aurait pas à craindre que ces frappes ne détruisent des infrastructures pétrolières vitales. Les attaques énergétiques pourraient bientôt être exclues si Zelensky et Poutine réaffirment leur accord sur un cessez-le-feu. Les Ukrainiens pourraient cibler les bombardiers dont les raids quasi hebdomadaires sur les centrales électriques font saigner l'économie ukrainienne au lieu de frapper les raffineries de pétrole, les stations de pompage et les réservoirs de stockage de carburant, ce qui épuiserait progressivement l'économie russe. L'histoire montre que l'assouplissement des positions à l'égard de la Russie n'a jamais fonctionné. La Russie a toujours eu recours à la force plutôt qu'à l'apaisement. L'Union soviétique ne comprenait que le langage de la puissance, comme l'a brillamment souligné le diplomate et historien américain George Kennan dans sa longue lettre de 1946. Il avait raison, au lieu d'apaiser l'agressivité russe, l'apaisement occidental l'a souvent alimenté pendant et après la guerre froide. Cette tendance établie est renforcée par l'approche transactionnelle de la diplomatie de Trump qui donne plus de confiance à Moscou et réduit les chances d'un règlement équitable du conflit russo-ukrainien. Depuis février, le président Trump a agi de plusieurs manières qui soutiennent les objectifs géopolitiques de la Russie. Cette stratégie rappelle des cas passés de diplomatie d'apaisement occidentale, tels que les accords de Munich de 1938 signés par Neville Chamberlain et la mise en œuvre laxiste de la ligne rouge du président Obama en Syrie en 2013. Les compromis préventifs de Trump ont sapé la puissance américaine et ôté à Poutine la motivation de s'engager dans des négociations sincères. La Russie de Poutine est régie par des relations de pouvoir plutôt que par la politesse, contrairement aux démocraties occidentales. Moscou interprétera les premières révélations de Trump comme une démonstration de faiblesse plutôt que de bonne volonté. En conséquence, le pouvoir de négociation des États-Unis et de leurs alliés est diminué. L'histoire du XXe siècle démontre que la Russie ne réagit qu'à une dissuasion sévère. L'effondrement économique de l'Union soviétique a certainement été influencé par le renforcement militaire de la guerre froide sous l'administration Reagan et les aspirations russes en Europe de l'Est ont été découragées par l'expansion de l'OTAN dans les années 1990 et au début des années 2000. Plus récemment, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022 en raison de la faible réponse des États-Unis à l'annexion de la Crimée en 2014. Les efforts diplomatiques de Trump témoignent de faiblesse plutôt que de pragmatisme lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des procédures d'exécution fiables. Au lieu de parvenir à un compromis, cela pousse Moscou à l'escalade. Les alliés européens sont de plus en plus préoccupés par l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité transatlantique alors que Trump tente de négocier avec Poutine. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich en 2025, son gouvernement a surpris les dirigeants européens en minimisant la menace russe. Le continent est désormais sous pression pour développer immédiatement une politique de défense indépendante en raison du départ des États-Unis, ce qui pourrait compromettre l'intégrité de l'OTAN. Les relations avec les États-Unis seront encore plus tendues si ce pays vote avec la Russie sur un projet de résolution sur l'Ukraine à l'ONU.
Les idées de Trump risquent de créer un vide stratégique qui forcerait l'Europe à agir de manière indépendante tout en incitant la Chine et la Russie à poursuivre leurs aspirations géopolitiques. L'approche stratégique de la Russie en matière de négociation est illustrée par les négociations de paix en cours en Arabie Saoudite. Moscou s'est efforcé d'influencer le processus diplomatique en empêchant activement l'envoyé spécial américain Kit Kellogg d'y participer. Cela s'inscrit dans la stratégie de négociation traditionnelle de la Russie, qui consiste à faire traîner les négociations tout en posant des exigences irrationnelles. L'Arabie Saoudite a pris des mesures telles que conserver le territoire ukrainien conquis, restreindre les prouesses militaires de l'Ukraine et interdire les troupes internationales. Comme l'ont souligné les observateurs, Poutine veut restructurer le champ de bataille à sa convenance et non mettre fin à la guerre. Grâce aux bévues de Trump, la Russie peut poursuivre son assaut, confiante dans le fait que toute opposition sera affaiblie par la pression américaine sur l'Ukraine. La Russie pourra se regrouper et lancer de nouvelles attaques grâce à un cessez-le-feu précaire qui est actuellement en cours de négociation. La Chine observera également la situation avec attention. Pékin pourrait être encouragé à intensifier ses actions militaires à Taïwan et en mer de Chine méridionale si Trump accorde un triomphe à Poutine. Selon un récent sondage, plus de la moitié des Américains pensent que Trump est trop proche de la Russie. Sa volonté d'afficher des concessions diplomatiques, comme empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, trahit un mauvais style de négociation qui nuit à la position des États-Unis sur la scène internationale. La stratégie de Trump rappelle ses précédentes gaffes diplomatiques que certains ont qualifiées de diplomatie de cow-boy. C'est une tactique qui privilégie la négociation individuelle à la politique officielle et qui finit par entraîner des erreurs stratégiques. Au lieu de renforcer la puissance américaine, la volonté initiale des États-Unis de faire des concessions permet à Poutine de fixer les paramètres du conflit. La mauvaise interprétation par Trump de la stratégie de Poutine entraîne une division de l'OTAN, une Ukraine plus vulnérable et une position américaine affaiblie. L'histoire démontre sans équivoque que la Russie respecte la force par-dessus tout. La diplomatie de Trump, cependant, semble aboutir à des compromis unilatéraux avec un bénéfice stratégique minime. Les plans de Trump n'arrêteront pas la guerre tant que les États-Unis ne prendront pas à nouveau l'initiative pour protéger l'Ukraine et décourager la Russie. Au contraire, l'intervention de Moscou prolongera la guerre plutôt que de fixer les conditions pour l'Europe ou les États-Unis. Je vous remercie de votre attention.